Oui, tout à fait, en faveur de la rationalité. La rationalité, c'est la science qui est rationnelle. Et puis, nous sommes doués de raison. Donc, c'est la raison qui nous fait vivre et la réflexion critique. Donc, voilà, c'est un plaidoyer aussi vraiment pour l'autonomie de la pensée. Mmh. Et par les temps qui courent, c'est important. Ouais. En fait, je parle de la science. Je parle d'abord de l'attitude de mes étudiants. Début des années 80, pleine révolution iranienne et changement dans le monde musulman. Et mes étudiants réagissaient à mes cours de relativité lorsque j'énonçais que les postulats de la relativité restreinte, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, est finie. Et donc pour eux, ça n'était pas possible. Et donc Einstein s'est trompé. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à ces questions-là, et d'abord à réfléchir comment le monde musulman a contribué à la science, et ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc dans mon livre, je commence par l'histoire de l'astronomie dans le monde musulman qui a duré plusieurs siècles. On parle d'âge d'or, en fait, c'est pas 2 siècles, mais c'est 5-6 siècles de science. Et on dit les Arabes ont transmis. Non, non, les Arabes ont fait de la science. Oui. Donc voilà, c'est une des choses importantes que j'écris dans mon livre. Donc, par ailleurs, je sais que le livre puise aussi dans l'actualité. L'actualité de la Tunisie. Et vous qui aviez brièvement participé au premier gouvernement post-révolution, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la crise en cours en tant que, j'imagine, vous êtes restée observatrice du champ politique tunisien? Oui, mon regard, c'est une inquiétude. Tout d'abord, l'inquiétude face à la violence, je dirais voilà. Notre premier problème en Tunisie, c'est la violence, parce qu'on ne peut pas l'admettre. Nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons avoir des points de vue complètement opposés, mais justement, avec ce qu'on appelle et ce qui est la révolution de la liberté et de la dignité, on est digne dans le débat. On n'est pas digne dans la violence. Donc, restons fidèles à cette révolution. Nous vivons par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un climat, dans une époque du politiquement correct. Est-ce que vous ne craignez pas avec un tel contenu qu'on vous fasse un procès en essentialisme finalement? Bon, mon propos dans le livre, c'est un propos de scientifique. Effectivement, je plaide pour la raison. Je reviens au combat qu'ont eu un certain nombre de personnes, de savants qui ont construit la science. Bon, je parle de Galilée qui a été vraiment... c'est un exemple. Je parle de Giordano Bruno qui a été brûlé vif parce qu'il a osé parler de l'infini des mondes. Donc, vous voyez, ce combat pour la pensée libre, voilà, en fait, c'est mon combat. Et je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui, comme il y a 4 siècles ou plus, on ne peut pas se taire pour défendre la liberté de création, la liberté de penser, et pour défendre justement la raison critique. Donc, lorsque vous voyez ce qui se passe, l'actualité de l'université en Tunisie, on en est un peu loin de tout ça finalement. Vous aviez occupé le poste de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le débat, c'est plutôt le port du niqab, etc. Donc, ça ne vous déprime pas tout ça quand on soit encore là? Je ne suis jamais déprimée. Je ne peux pas, mais je ne suis jamais déprimée. Et je crois que justement, nous sommes assez nombreux à défendre l'autonomie de l'université, à défendre les valeurs universitaires. Ce livre aussi, c'est pour défendre les valeurs universitaires, défendre voilà, cette pensée qui existe. Et on a touché à la faculté de la Manouba, peut-être que ça n'est pas un hasard, parce que c'est une faculté qui a produit et qui continue à produire des écrits extrêmement importants sur le monde musulman et où il y a un département d'islamologie très vivant. Donc voilà, il faut que cette université-là puisse continuer à se défendre, même si elle a été attaquée. C'est inadmissible qu'un doyen puisse être traduit en justice. C'est pas admissible. Traîner en justice, bon, il est acquitté. Nous sommes très heureux de ce résultat.
nous sommes très heureux de ces résultats, mais nous sommes très malheureux d'avoir eu à vivre plus d'un an dans cette attaque d'un collègue qui n'est absolument pas admissible. Et donc, je voudrais continuer. Je me bats, je parlais de violence, ce que je commence aussi dans mon livre à parler de Chokri Belaïd et de cet assassinat absolument terrible qui a plongé la Tunisie c'est un choc, un traumatisme. Et ce million de Tunisiens qui ont manifesté et qui sont sortis le 8 février pour les obsèques, eh bien, c'est quand même un signe pour dire que la Tunisie, ça n'est pas la violence. Alors, votre mari, Mohamed Sharfi, nous a quittés en 2008. Qu'aurait-il pensé, selon vous, de l'actuel projet de constitution, lui qui prônait une laïcité raisonnable? Et effectivement, dans son ouvrage Islam et liberté, mon mari, Mohamed Sharfi, a expliqué en fait les fondements de l'islam et a montré dans cet ouvrage-là que l'islam n'est pas antinomique avec droits de l'homme. Bon, alors le monde a évolué, évidemment, et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas accepter la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et justement, si on prend certains droits, par exemple l'esclavage, mais oui, le monde musulman, il y avait de l'esclavage. Bon, d'abord, on encourageait les croyants musulmans à libérer leurs esclaves. La Tunisie a donné l'exemple en 1846, entre 42 et 46, avec justement l'abolition de l'esclavage. Donc qu'aujourd'hui, on puisse remettre en cause tous ces principes de liberté qui étaient sous-jacents. Hein, notre histoire du 19e siècle montre bien comment, petit à petit, justement, on était dans ce mouvement de reconnaissance du droit, le droit des citoyens. Le citoyen a commencé à prendre sa place. Et en fait, ce qui est important, c'est la notion d'individu. Et mon mari, dans son ouvrage, essaye de montrer que ça n'est pas étranger. Enfin, on peut très bien être musulman, croyant, et justement croire à ces droits individuels et collectifs qui sont déclarés par la déclaration de 48. D'accord. Donc on rappelle donc les prochains rendez-vous pour la science voilée, ce sera à Paris le 14 mai pour le lancement officiel. Oui. Précisément à la Maison de l'Amérique latine, 217, je crois, boulevard Saint-Germain, à 19h. Donc voilà. Il y aura un débat et je serai accompagnée par Édouard Brézin qui a été président de l'Académie des sciences, et le débat sera animé par Georges Morin, président de l'association Coup de Soleil. Donc j'espère qu'on se retrouvera ce jour-là. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.